comment être sûr, mais alors vraiment sûr, qu'une méthode d'enseignement donne des résultats? Pas juste avoir une bonne impression, non, le savoir. Aujourd'hui, on plonge dans la science qui transforme l'intuition en certitude, en regardant de plus près comment on peut mesurer le progrès de façon totalement objective. Voilà, c'est la question de départ, la question essentielle. On peut avoir l'impression de voir des progrès, des petites avancées au quotidien, mais comment le prouver? Comment on passe du «je crois qu'il apprend» au «je sais qu'il apprend»? Eh bien, c'est exactement là que les méthodes basées sur les données entrent en jeu. Et là, on voit tout de suite la différence. C'est un changement radical de perspective. L'approche scientifique nous fait passer de ça, une impression, un sentiment, quelque chose d'un peu flou, à ça, des données claires, des faits. C'est toute la différence entre supposer que quelque chose marche et le prouver, noir sur blanc. Mais attention, il ne suffit pas de collecter des chiffres comme ça, au hasard. Pour que les données soient vraiment utiles, pour qu'on puisse leur faire confiance, elles doivent reposer sur 3 piliers, 3 règles d'or qui viennent tout droit de la méthode scientifique. C'est ça qui garantit qu'on ne se raconte pas d'histoire. Le premier pilier, c'est l'objectivité. En clair, ça veut dire qu'on décrit ce qu'on voit, pas ce qu'on ressent ou ce qu'on interprète. Au lieu de noter «l'enfant était frustré», on va noter «l'enfant a froncé les sourcils et a poussé l'objet». On s'en tient aux faits, rien qu'aux faits. Deuxième pilier, la validité. Là, la question, c'est est-ce qu'on mesure la bonne chose? C'est crucial. Si l'objectif est d'évaluer la reconnaissance des couleurs, notre test doit mesurer uniquement ça, et pas autre chose, comme sa capacité à comprendre une consigne compliquée par exemple. L'outil doit être parfaitement adapté à ce qu'on veut mesurer. Et enfin, le troisième pilier, la fiabilité, on pourrait aussi appeler ça la cohérence. C'est simple, si 2 observateurs regardent la même scène, est-ce qu'ils notent exactement la même chose? Si la réponse est oui, alors la mesure est fiable. On peut avoir confiance dans les données qui sont collectées. D'accord. Mais comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on fait pour mesurer un concept qui peut paraître abstrait, comme apprendre? La clé, c'est de le découper. On le transforme en actions concrètes observables. Et pour ça, on a un outil génial, la définition opérationnelle. Prenons un objectif qui semble clair à première vue. Enseigner à apparier les couleurs. En réalité, c'est super vague. Ça veut dire quoi apparier? Dans quelles conditions? À quelle vitesse? Pour pouvoir mesurer quoi que ce soit, il va falloir être bien plus précis. Et voilà la transformation. L'objectif vague devient une sorte de recette de cuisine ultra détaillée. Regardez bien, on a la consigne exacte, le matériel, l'action précise attendue, les conditions de réussite et même le critère final pour dire « ça y est, c'est acquis ». Là, il n'y a plus aucune place pour l'interprétation. On sait exactement quoi observer et quoi mesurer. Bon, maintenant qu'on a notre recette, il nous faut les bons ustensiles, les outils de mesure. Comment, concrètement, on va collecter ces informations? Voyons quelques-uns des plus courants. Alors, la règle numéro 1, la plus importante de toutes, on mesure toujours avant de commencer quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le niveau de base. C'est un peu comme se peser avant d'entamer un régime. Sans ce point de départ, impossible de savoir si on a progressé. C'est notre point de référence fondamental. Souvent, 2 outils très simples suffisent. D'abord, la fréquence. On compte simplement combien de fois une action se produit. Ensuite, la durée. On mesure pendant combien de temps un comportement a lieu. Le choix entre les deux dépend évidemment de ce qu'on a défini dans notre fameuse recette, notre définition opérationnelle. C'est simple, mais redoutablement efficace. Prenons un exemple tout bête avec la fréquence. On observe quelqu'un qui se ronge les ongles pendant un certain temps. On compte. 1 fois, 2 fois, 3, jusqu'à 7. Voilà. Le chiffre, c'est 7. C'est direct, c'est simple et c'est parfaitement objectif. En pratique, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Une simple feuille de pointage. À chaque essai, on met une petite croix dans la bonne case. C pour correct, E pour erreur, I si on a dû aider un peu. C'est tout. Et ces petites croix, à la fin, se transforment en données hyper claires. Ici, on voit tout de suite qu'il y a 2 réponses correctes sur 3. On arrive maintenant à mon moment préféré, l'étape la plus parlante. Tous ces chiffres qu'on a collectés, on va les mettre sur un graphique. Et c'est là que la magie opère. C'est là que les données brutes se mettent à raconter une histoire visuelle et limpide. La structure d'un graphique de progrès, c'est presque toujours la même. En bas, à l'horizontale, c'est le temps qui passe, les jours, les sessions. Et à la verticale, c'est la performance, le pourcentage de réussite, par exemple. C'est sur ce canevas que l'histoire de l'apprentissage va se dessiner, point par point. On commence par placer notre tout premier point de données, le fameux niveau de base.
Reprenons l'exemple d'un enfant qu'on appellera Olivier. Avant l'intervention, sa compétence est à 5%. C'est notre point zéro, la ligne de départ à partir de laquelle on va mesurer tout le chemin parcouru. Ensuite, session après session, on ajoute les nouveaux points. Et là, on voit la courbe qui prend vie. 15%, puis 26%, 50%, 80%. La tendance est évidente, elle saute aux yeux. Ce n'est plus une vague impression, c'est une preuve visuelle, indiscutable, que l'apprentissage est en marche. Et c'est ça, toute la puissance du graphique. C'est un véritable tableau de bord. En un clin d'œil, on voit si la méthode marche, s'il faut ajuster quelque chose parce que ça stagne, ou si l'objectif est enfin atteint. On ne navigue plus à vue, les devinettes, c'est terminé. On a vu le comment, les outils, la méthode, mais arrêtons-nous un instant sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que toute cette rigueur est si importante? Pas seulement pour l'enseignant, mais surtout, pour la personne qui apprend. En fait, ce processus qui peut paraître un peu technique n'est absolument pas froid ou impersonnel. Bien au contraire. Il est efficace parce qu'il nous dit ce qui marche vraiment, il est réactif, objectif, et par-dessus tout, il est profondément respectueux. Il permet d'adapter l'aide précisément aux besoins de la personne et donc d'honorer son parcours d'apprentissage qui est unique. Finalement, cette approche nous laisse avec une idée assez puissante. Et si, pour chaque défi d'apprentissage, on pouvait dessiner une feuille de route sur mesure, tracée avec la précision des données? On se rend compte que cette science du progrès, ce n'est pas juste une affaire de chiffres. C'est l'art de rendre le succès visible et par conséquent de le rendre possible.